Merci, bonjour. Donc en fait, je vais plutôt parler de l'atome entre la matière condensée et qui s'appelle les agrégats. Alors si l'émergence en fait du concept du nano-objet date, enfin on a usuellement l'habitude de dire que ça date de l'American Physical Society Meeting qui a eu lieu en décembre 59, et Feynman a dit la phrase suivante, There is plenty of room at the bottom. Et en fait, l'idée était effectivement à l'époque de réduire, de miniaturiser la taille des systèmes que l'on regardait. Et quand on miniaturise la taille du système, et en fonction de l'année, on a toujours essayé d'avoir des choses de plus en plus petites. Un exemple tout à fait caractéristique, c'est celui du transistor qui a été inventé en 1947. Et quand on est arrivé dans les années 90, à force de miniaturiser, on n'arrivait plus à faire passer un flux d'électrons de l'émetteur au collecteur. Et il a fallu changer de paradigme à cause du blocage de Coulomb et de passer à l'électronique à un électron. Alors en parallèle à ça, une autre communauté regardait la complexité du système quand on voulait construire la matière atome par atome. Et ces deux communautés se sont regroupées dans les années, un peu plus des années 90 pour regarder des systèmes de taille entre quelques nanomètres et quelques centaines de nanomètres qui n'avaient plus les propriétés de l'atome, qui n'avaient pas encore celles du solide. Et ce domaine de taille est celui de la taille des molécules, des briques biologiques. Et quand on regarde un nanotube de carbone, il a effectivement la taille d'une molécule d'ADN. Évidemment, la molécule d'ADN est beaucoup plus complexe, mais on peut aussi complexifier des systèmes. Et comme les atomes sont les mêmes de la matière inerte et la matière vivante, on peut commencer à penser à des systèmes extraordinairement complexes. Et c'est ce qu'on appelle, un mot que j'aime pas du tout, mais c'est ce qui se dit, c'est le nanomonde. Alors Jacques Friedel, en fait, il avait eu un peu une vision, si je puis dire, de ce genre d'intérêt de physique, parce que il a beaucoup soutenu le fait de vouloir faire travailler ensemble les gens de la matière condensée qui déposaient des atomes sur des surfaces et ceux des clusters libres qui ont commencé à travailler dans les fin des années 70, en particulier les premiers à Lyon. Et Jacques Friedel a été le premier à soutenir très fortement cette science, et il a été le premier chairman de l'International Symposium of Small Particle and Inorganic Clusters. À la fin de ces colloques, du premier et du second d'ailleurs, il a fait les concluding remarks et il a dit « keep it small ». Et donc, c'est vraiment la leçon que j'ai retenue. Donc, je suis partie sur des petits agrégats de métaux d'alcalin, puisque c'était l'élément relativement simple, mais qui devenait tout de suite assez complexe. Alors, Jacques Friedel, quand j'ai commencé les expériences, puisque je ne suis pas du tout une de ses élèves, mais il était venu dans mon laboratoire, et je me souviendrai toujours de la première fois où il est venu au laboratoire pour voir ce que je faisais. Et puis, quand il est ressorti du laboratoire, Jacquinot, qui en était le directeur, m'a appelé dans son bureau. Il m'a dit « Vous ne transformerez pas ce laboratoire en un laboratoire de physique des solides ». J'ai trouvé que c'était peu élégant. Et donc, je suis allée ensuite régulièrement au 510, où j'ai eu de longues discussions avec Friedel sur les résultats. Et comme tout le monde, un bon nombre de lettres. Et aujourd'hui, il manque beaucoup. Donc, la première question qu'on se posait, c'était de regarder la stabilité de ces petites particules que l'on formait dans les jets supersoniques ou les jets à détente adiabatique ou gazeuse. Et on les ionisait, on les chauffait et on les laissait s'évaporer. Et on regardait leur stabilité, c'est-à-dire que ceux qui sont les plus stables s'évaporent moins vite que ceux qui sont les moins stables. Quand on les accélère ensuite, on fait un spectromètre de masse et on obtient dans un spectre de masse, le premier effet qu'on peut voir, c'est leur stabilité. Alors, lorsqu'on regarde l'abondance des agrégats d'alcalin dans un spectre de masse, et ça c'est pour le lithium ionisé, on constate qu'on a quelque chose qui correspond à ce qui sort du jet, mais avec des irrégularités qui sont en fait des irrégularités assez prononcées, même pour des tailles assez élevées. Et ceci fait penser à ce qui s'observe dans les abondances relatives dans l'univers, et en particulier dans le système solaire,
où les masses particulières correspondent à des couches fermées d'électrons et de neutrons et de protons, pardon, et dans les agrégats, on peut se demander si c'est des couches d'électrons. Alors, si on regarde la stabilité, si on fait un calcul simple de gélium et qu'on regarde la stabilité d'un cluster 138 et qu'on cherche la densité d'état, on trouve qu'on a effectivement des couches qui sont 58, 92, 138, ce que l'on retrouve dans le spectre de masse. Et là, il y avait un article que je trouve extrêmement pédagogique, c'est l'article de Balian, qui avait écrit cet article 20 ans avant qu'on fasse les manips, et qui disait que, en fait, les oscillations qu'on trouvait dans les densités d'état pouvaient être regardées de manière semi-classique comme des trajectoires stationnaires. Alors, jusqu'où peut-on aller et comment voit-on cette trajectoire stationnaire? Donc, on a essayé d'aller le plus loin possible dans les couches de lithium, et quand on porte le rayon du lithium en fonction du numéro de la couche électronique, eh bien, on voit qu'effectivement, ils sont sur une droite, c'est-à-dire que c'est complètement linéaire et qu'au bout d'une certaine taille, on trouve une autre droite qui est parallèle avec des interférences entre les deux. Quand on lit plus à fond l'article de Balian, on voit que la première correspond à des trajectoires triangulaires et la deuxième des carrés. Alors la question était, jusqu'où peut-on aller? Jusqu'où peut-on voir ces propriétés quantiques dans les agrégats? Donc là, il fallait une machine encore plus avec une meilleure résolution que la nôtre, et c'est Martin qui a fait ça en Allemagne, et qui a montré que pour des agrégats de sodium, on avait, si on porte le rayon en fonction du numéro, c'est-à-dire le sens inverse de ce que j'ai présenté précédemment, vous avez les couches électroniques, et puis au bout d'un moment, vous tombez avec une autre pente, et cette couche correspond aux couches atomiques qui sont ici des icosaèdres, et ensuite on finira par le cubique centré. Donc en fait, on voit qu'à des tailles qui font de l'ordre de 2, 3, 4 nanomètres, ici c'est 4 nanomètres en diamètre, eh bien les propriétés quantiques ne sont plus apparentes dans la stabilité. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, mais qu'elles ne sont pas visibles. Deuxième point, c'était de se dire, puisque ces électrons sont très vite délocalisés, quelle est la réponse optique de ces petits agrégats, et est-ce que la réponse qui est la réponse μ, c'est-à-dire où tous les électrons vont se mettre à vibrer en phase, apparaît, à quelle taille apparaît cette réponse? Et là, on se rend compte que quand on fait à température ambiante sur des agrégats isolés, libres, ce genre d'expérience de photoabsorption, on constate que le spectre est un spectre très simple d'une résonance géante qui démarre pour des agrégats très petits, comme 8 atomes, c'est-à-dire que le placement est là pour 8 atomes. Alors la surprise a été de voir, c'était vrai pour les alcalins, mais c'est aussi vrai pour l'argent. Et là, j'ai eu de longues discussions avec Friedel, savoir comment les électrons D, pourquoi on voyait absolument rien à propos de ces électrons, et que c'était toujours les S qui dominaient cet effet de résonance μ sur les petits systèmes. Et après, on a montré que la réactivité suivait les mêmes lois. Donc ça a été un peu la surprise, et de voir qu'effectivement, on pouvait voir la forme du nuage électronique qui était sphérique, puis en cigare, et puis sphérique en fonction de la couche. Là, Berland a essayé de faire une expérience pour voir effectivement comment on passait de l'atome. Alors ça, c'était le dimère, le trimère, donc tout le spectre. Et après un passage relativement chaotique, il est tombé aussi très vite sur la résonance collective. Donc cette résonance collective, elle a un côté intéressant, parce que en fait, quand on la compare, et ça c'est un agrégat qui fait 1500 atomes, si on la compare à la résonance μ qui aurait une sphère macroscopique, virtuelle, dont le rayon soit très petit devant la longueur d'onde, et qu'on calcule cette résonance à partir de la constante diélectrique, on voit que c'est très similaire. La différence étant due au spill-out des électrons sur l'agrégat, c'est-à-dire le débordement du nuage électronique sur la sphère. Et que ce qui est étonnant, c'est que la description en fonction de la constante diélectrique est valable pour les tout petits systèmes. Et donc là, le passage, si je puis dire, entre l'atome et la matière condensée arrive à 8 atomes, ce qui est vraiment très petit.
Alors, la dernière partie de mon exposé va à trait à quelque chose de tout à fait différent, qui est la déposition des agrégats sur une surface. Alors, la question qui se pose, et là on a pris du graphite, comme ça c'est dans la continuité du graphène, sauf que c'est plus simple. La question qui se pose, c'est quand on a un agrégat, quand on le dépose sur une surface, est-ce que les propriétés de cet agrégat restent sur la surface ou pas? Et donc, d'abord, est-ce qu'il bouge? La première question, c'est est-ce qu'il bouge? Alors là, il faut revenir en arrière et penser que le mouvement brownien est très ancien. Il date il a été observé en 1785 par un Néerlandais qui était à Londres, qui était un médecin et qui regardait le mouvement des poussières de carbone dans l'alcool et qui a décrit relativement bien le mouvement brownien. Et il ne s'appelait pas brownien à l'époque parce que Brown n'était pas né. Alors en 1827, c'est finalement Brown, un botaniste, qui a étudié le mouvement du pollen dans l'eau. Et il a fallu attendre Einstein pour qu'il l'explique et qu'il donne la quantité du libre parcours moyen comme racine carrée de 2 fois le coefficient de division multiplié par le temps pour expliquer le mouvement aléatoire des particules. Donc la question qui se posait, c'était est-ce que quand on dépose un agrégat sur une surface, il va se mettre à suivre ce mouvement aléatoire et quelle taille? À quelle taille va-t-il le suivre et quand est-ce qu'il va s'arrêter? Alors pour ça, il fallait quand même se mettre quelques ordres d'idées de grandeur dans la tête et regarder que, tout d'abord, il fallait regarder l'interaction moyenne entre l'agrégat et la surface. Et cette interaction moyenne, en fait, elle dépend grossièrement du rapport entre le paramètre de Maille, qui est la distance entre 2 atomes de la surface par rapport à la distance entre 2 atomes dans l'agrégat. Et quand on fait un calcul de dynamique moléculaire, on constate que, lorsque le paramètre de Maille du cluster est égal à celui de la surface, on va avoir un cluster qui va se mettre en épitaxie sur la surface et qui ne va pas bouger. En revanche, lorsque le rapport est très différent, on va pouvoir penser que cet agrégat va bouger un peu avec les vibrations de la surface et celles de l'agrégat, comme un trampoline, quand je vous ai montré précédemment. Et on a pris dans ce cadre-là des agrégats d'argent qu'on a déposés sur une surface de graphite pour se dire, là, on a une différence entre les paramètres de Maille qui est très importante et donc il va bouger. Alors, effectivement, quand on dépose... Alors, tout d'abord, qu'est-ce qui va se passer quand il bouge? Quand il bouge, il va arriver sur la surface, il va se mettre sur un défaut. Et une fois qu'il est sur un défaut, il va rester fixe, ancré dans le défaut. Un autre va arriver. Quand un autre arrive, si on a suffisamment de temps, ils vont se mélanger l'un à l'autre. On n'aura plus les propriétés de l'un ni de l'autre, on aura le mélange des deux, la forme compacte. Mais ensuite, si l'intervalle de temps entre 2 arrivées successives est plus court que le temps de coalescence, alors on n'aura pas le temps de coalescer complètement et on va avoir une formation dendritique. C'est-à-dire que si on porte la largeur du bras du fractal en fonction de la taille de l'île, on va avoir quelque chose qui va être complètement stable. Et ça va dépendre de la cinétique des agrégats qu'on va déposer. Et donc, la largeur des bras va dépendre de la taille de l'agrégat qu'on va déposer, puisque tout à l'heure, on avait un D0 qui dépendait de la taille. Alors, par exemple, quand on dépose des agrégats de 80 atomes, voilà ce qu'on obtient. Donc ça, c'est une densité avec 400 nanomètres sur du graphite, de l'argent. Et quand on dépose des agrégats de 800 atomes, voilà ce qu'on obtient. Effectivement, plus ils sont gros, moins ils vont vite, mais ils vont encore beaucoup moins vite à coalescer. Et donc, on observe ce genre de fractal qui est pas du tout une forme de croissance, qui n'est pas du tout une forme d'équilibre. Alors, quand on change le flux, on obtient des fractals un peu plus petits, mais c'est tout, la taille ne bouge pas. On voit qu'on a sur cette surface de graphite des défauts qui sont des marches. Et sur ces défauts, la densité est beaucoup plus importante. Elle est beaucoup plus importante parce que la croissance est légèrement différente de celle qui se passe sur la surface elle-même.
Et ça fait se rappeler ce que vous pouvez voir dans le ciel quand vous avez un avion qui se déplace et qui fait une traînée blanche derrière lui parce que il y a de la vapeur d'eau, des microparticules, enfin des tas de choses qui sont crachées par la combustion. Quand vous prenez une photo que j'ai prise en Bretagne, au bout d'un petit moment, dans un ciel bleu, vous voyez que la trace s'élargit légèrement. Mais comme c'est en Bretagne, il y a de la vapeur d'eau, et si vous attendez un tout petit peu, vous voyez la croissance dendritique qui se fait autour de la trajectoire, exactement comme celle que l'on a sur nos surfaces. Donc en fait, c'est un phénomène de croissance absolument très, très connu en fonction du temps et de la coalescence. Maintenant, la question qui se pose, c'est sur ces fractales, est-ce qu'ils sont stables? Puisque ce sont des formes de croissance, hein, est-ce qu'ils sont stables? Alors, il y a eu toute une question, si on les chauffe, qu'est-ce qui va se passer? Bon, ils vont se remettre en forme compacte. Bon, très bien. Donc, on a essayé de chauffer le graphite et voir ce que ça donnait. Et en fait, c'est pas très rigolo. Ça donne des fractales qui se cassent, qui s'élargissent, et puis ensuite on a une distribution un peu aléatoire de particules compactes qui ensuite se cristallisent. La question qui se pose, c'est peut-on chauffer des fractales sans chauffer le support? Alors ça semble pas possible, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut changer la mobilité des atomes, des bras du fractal en ajoutant un surfactant. Pour ça, on va chercher de la chimie et avec l'argent, puisque ce sont des fractales d'argent, on a un surfactant qui est vraiment très tonique, si je puis dire, qui est du molybdate d'argent. C'est un eutectique Ag2MO4. Et donc, ce que nous avons fait, c'est mis dans le cluster d'argent lui-même quelques molécules, mais alors quelques, c'est vraiment quelques, c'est très peu. Et on a déposé, après avoir fait ce fractal, on a déposé sur cet échantillon des agrégats d'argent qui avaient le même comportement que des agrégats d'argent sans molybdate, mais qui avaient un peu de molybdate dedans. Bon, et alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a ces fractales qui sont toujours très jolis. On dépose quelques molécules de molybdate, mais qui vont partout, puisqu'ils sont dans les agrégats, et on obtient des fractales fragmentés, mais qui conservent le squelette du fractal. Alors ça, c'était déjà une expérience un peu plus drôle, et en fait, ça nous a fait... Enfin, bon, quand on regarde l'histogramme des deux fragments, on voit que le premier est complètement aléatoire, alors que le second ne l'est pas du tout, et qu'il garde la structure initiale du fractal. Et ça, c'est un point qui est assez intéressant comme style de recherche, parce que c'est tout à fait général. C'est ce qui s'appelle le Perling instability. C'est-à-dire que ce que l'on voit quand on met, alors là vraiment, quelques molécules de MO4 dans des agrégats d'argent, vous voyez que le démarrage sur le fractal du bas, on commence à voir la fragmentation, mais d'abord vous avez une fragmentation qui se fait comme une fragmentation en perles. Et ça, cette fragmentation, elle est observée dans des membranes des tubules vides sur lesquels on fait arriver un polymère, et dans ce cas-là, un polymère hydrophile, et qui change la structure de la membrane, qui la rend beaucoup plus faible, et qui permet que ces instabilités, quand le polymère commence à descendre le long du tubule, qui voit que ces instabilités sont de plus en plus marquées, exactement comme on les a dans nos agrégats. Et ça revient un peu à ce que je disais tout au début, c'est-à-dire c'est le point d'interface entre les trois disciplines, je dirais, solides, pour comprendre la matière, qu'elle soit vivante ou inerte, qui sont la physique, la chimie et les sciences de la vie, et que comprendre les mécanismes à des échelles du nanomètre, c'est fondamentalement important. Voilà, je vous remercie.